Bienvenue à Bruxelles pour ce 277e numéro de La Faute à l'Europe. Face au retour du terrorisme islamiste et le besoin de sécurité, faut-il moins d'Europe en se retranchant derrière les frontières nationales ou au contraire plus d'Europe à travers le pacte asile-immigration notamment? Mais bon, il est difficile de trouver des solutions car les avis divergent sur les constats même. Il y a ceux pour qui immigration et terrorisme vont de pair et ceux qui refusent de faire le lien. Face au terrorisme, est-ce le retour de l'Europe forteresse? Notre invité aujourd'hui, François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains. Bonjour. Également avec nous, Jade Deléprevier, correspondante de l'opinion ici à Bruxelles, et Jean Quatremer, correspondant de Libération dans la capitale européenne. On a vu avec l'attentat de Bruxelles que la Suède était devenue la cible privilégiée des radicaux islamistes, le pays ayant autorisé il y a quelques mois des manifestations au cours desquelles des exemplaires du Coran ont été brûlés ou profanés. Mais si on prend un peu de recul, quels sont les pays les plus à risque face au terrorisme en Europe? Réponse avec Valérie Astruc, correspondante de France Télévisions ici à Bruxelles. Après les attaques de Bruxelles et d'Arras, l'Europe est-elle à l'aube d'une nouvelle vague d'attentats? Statistiquement, on pourrait penser le contraire, puisque l'Europe a connu que 4 attentats en 2023, soit 4 fois moins qu'en 2022, et ce chiffre n'a fait que baisser depuis 2019. On est donc loin des années noires du terrorisme. Charlie Hebdo, le Bataclan, les attaques suicides dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles. Rien que pour 2015, on a dénombré 211 attentats perpétrés ou déjoués en Europe. Cette baisse s'explique par la défaite de Daesh en Syrie en 2019. Daesh qui formait des commandos opérant ensuite en Europe. Moins d'attentats de masse organisés depuis l'étranger, mais le terrorisme a changé de visage désormais. Ce sont des individus qui passent à l'acte, nourris par la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. À présent, regardons les pays qui sont les plus touchés. Par exemple, pour 2021, c'est la France qui arrive en tête du triste palmarès avec 5 attentats, suivis de l'Allemagne, la Suède et la Belgique. Un classement qui varie peu d'une année sur l'autre. Mais attention, ces attentats ne portent pas toujours la signature de l'islam radical. L'ultra-droite, en Allemagne par exemple, a ciblé une synagogue et un bar à chicha en 2020. Elle a aussi sévi en Suède avec un attentat meurtrier en 2015. En France, on compte 1300 militants d'extrême droite fichés S et en 2021, la police a procédé à 29 arrestations, un chiffre en forte hausse. L'ultra-gauche commet aussi des attentats, mais statistiquement, le terrorisme en Europe reste majoritairement motivé par le djihad. Merci Valérie, c'était précieux de pouvoir remettre tout ça en perspective en fonction des chiffres. François-Xavier Bellamy, quand on entend que il y a eu, à ce stade, en 2023, 4 fois moins d'attentats qu'en 2022. Est-ce que ça permet de relativiser? On ne doit jamais relativiser le terrorisme. Parce que le principe du terrorisme, c'est qu'il fait beaucoup plus de victimes que les gens qu'il tue. Prenez mes collègues, les professeurs de France, aujourd'hui, sont tous, d'une certaine façon, touchés. D'abord, ils sont touchés moralement par la mort de Dominique Bernard comme par la mort de Samuel Paty, mais ils sont aussi touchés directement dans leur métier, dans leur vie professionnelle. Parce qu'il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé à enseigner, la perspective de mourir de son travail ne faisait pas partie des problèmes. Aujourd'hui, un professeur sur 2 en France, ce sont des sondages qui sont publiés par des instituts sérieux, un professeur sur 2 déclare qu'il s'est déjà lui-même censuré dans son cours parce qu'il a peur de la réaction qui pourrait, et comment ne pas le comprendre, qui pourrait survenir d'un mot, d'une explication, d'un sujet qui pourrait susciter une controverse auprès de ses élèves. Pendant très longtemps, l'Éducation nationale a réagi avec le célèbre mot d'ordre « pas de vague », donc il fallait absolument que les professeurs se débrouillent avec les problèmes qui naissaient des controverses que leurs élèves pouvaient susciter dans les classes. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de fonctionnaires français qui sont envoyés en première ligne face à des élèves qui peuvent devenir pour eux demain des dangers. Et finalement, le but des terroristes, ça n'est pas seulement de s'en prendre à un professeur parmi d'autres, mais c'est d'intimider. C'est d'intimider un pays tout entier, c'est d'intimider une profession tout entière. Et c'est de semer le sacrifice de la liberté par la terreur. Par la terreur, mais justement, vous dites, il ne faut jamais relativiser le terrorisme. Jamais. Est-ce que, étant donné que leur but, c'est la terreur, à travers l'émotion, à travers des actes forts, est-ce qu'il ne faut pas justement relativiser?
Non, parce qu'encore une fois, nous avons le devoir de combattre ceux qui veulent nous imposer la terreur. Et moi, je dois dire, j'ai été, sans vouloir faire de la polémique politicienne sur un sujet qui appelle beaucoup de gravité, mais j'ai été surpris, le mot est faible, étonné et peut-être même révolté par les propos du président de la République qui disait qu'on ne pourrait pas empêcher le terrorisme. Je comprends le point qui consiste à dire que quand un individu a décidé de tuer, eh bien, il est impossible de mettre en effet des murs sécurisés devant tous les lycées de France. Mais le fait est que nous n'avons pas le droit de nous résigner à vivre avec le terrorisme. Et c'est un sujet majeur pour l'État que de protéger les citoyens et notamment de les protéger Vous contre pensez que le risque zéro existe? Mais ça, c'est la différence entre les doctrines américaines et européennes. Les Européens disent que le risque zéro, c'est pas possible. En l'occurrence, quand on regarde ce qui s'est passé en France, mais ce qui s'est passé aussi en Belgique il y a quelques jours, on voit, on y reviendra sans doute, que ces attentats terroristes ont tous un point commun, c'est qu'ils sont liés à l'impuissance de nos États à empêcher l'immigration illégale. Tous. Le terroriste qui a frappé Dominique Bernard, comme celui qui a frappé à Bruxelles ces deux touristes suédois, ils avaient en commun de n'avoir jamais reçu l'autorisation d'entrer ou de rester sur le sol de nos pays. Et donc, s'ils n'avaient pas été reconduits à l'extérieur de nos pays, c'est qu'il y avait là une faillite, un échec que d'ailleurs on a reconnu beaucoup plus franchement et clairement en Belgique, puisque le ministre de la Justice belge a démissionné dans les 48 heures qui suivaient cet attentat en disant qu'il y avait là une faute majeure qui avait conduit à cette mort, à ce meurtre. Et donc il faut, et je crois que c'est le devoir des politiques, plutôt que d'expliquer aux citoyens vous allez devoir vivre avec ce danger et cette menace sur le sol de nos pays, il faut tout faire. Qu'est-ce qui s'est passé, Jade de l'Éprevier, dans le cadre de Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Justice belge? Oui, il y a eu une démission parce que le pays d'origine de ce terroriste, qui était la Tunisie, avait en fait une demande d'extradition auprès de la Belgique, je crois que c'était il y a plus de 2 ans, qui n'avait jamais été traitée. Et ce qui a aggravé le cas du ministre de la Justice belge, c'est qu'il avait dans un premier temps un peu remis la faute sur ces fameux pays d'origine en disant « Ah oui, mais on a toujours du problème avec les retours en Europe parce que les pays ne veulent pas reprendre les ressortissants que nous, on veut expulser, qu'on veut renvoyer. » Et c'est vrai que c'est un problème, sauf que dans ce cas précis, il se trouve que la Tunisie avait dit « Nous voulons récupérer ce ressortissant parce qu'il avait une peine de prison contre lui. » Et en fait, ça s'est un peu perdu. C'est un dysfonctionnement au niveau belge. De la justice belge et donc problème de sous-financement, mais même sous-financé, c'est pas normal qu'il y ait eu cette faute. Donc c'est pour ça qu'il a démissionné. Jean ? Je crois, sur la question du nombre d'attentats, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que ce n'est pas cette question-là. Je veux dire, après 2015-2016, je pensais qu'il y aurait des grands attentats, donc le Bataclan, Charlie Hebdo, les attentats de Bruxelles, qu'il y aurait une prise de conscience face à l'islamisme politique. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, donc en 2023, que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une démission générale face à l'islamisme politique et au danger que représente l'islamisme politique. Et notamment, j'inclus là-dedans les frères musulmans, c'est-à-dire les fréristes, de toute cette interprétation radicale de l'islam qui veut ramener en fait la communauté musulmane, je dirais, quasiment au temps du prophète, la façon dont on appliquait la foi à cette époque-là. Et il y a des questions qu'on n'ose même plus poser. Par exemple, pourquoi ne pas interdire les frères musulmans? Les frères musulmans veulent imposer chez nous, en Europe, qui n'est pas une terre d'islam, ils veulent imposer leur loi. Les Autrichiens, ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont interdit les frères musulmans. Mais il n'y a pas que les Européens qui ont interdit les frères musulmans. Je rappelle quand même que l'Arabie saoudite elle-même a interdit les frères musulmans. L'Égypte a interdit les frères musulmans. Parce que c'est une idéologie mortifère. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au contraire, toute la classe politique, en général en Europe, a fait plutôt ami-ami avec, et surtout la gauche d'ailleurs, mais en Belgique, la droite aussi, a fait ami-ami avec ces islamistes politiques en disant on va acheter ainsi une sorte de paix avec les plus intégristes. Et c'est ça qui est terrifiant. Et donc, les attentats, c'est une sorte de rappel régulier en disant attention, il y a des gens dangereux sur votre sol. Parce que maintenant, en France et dans beaucoup de pays européens, il y a une peur alimentée par certains partis d'appeler un chat un chat.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une peur. Et à Bruxelles, c'est encore pire que tout. Et je ne parle pas de la Belgique, là, je parle des institutions communautaires, où on sait que la Commission européenne, par exemple, subventionne des associations qui sont fréristes, qui sont liées aux frères musulmans. Ils subventionnent des colloques qui sont en fait commandés par les frères musulmans. C'est d'une gravité extrême. En tout cas, François-Xavier Bellamy... Je peux me permettre quand même juste de poursuivre dans cette voie. Je crois que le plus important, c'est aujourd'hui de combattre, en effet, la racine idéologique du terrorisme. Voilà. C'est ça le vrai sujet. Et de ce point de vue-là, je partage votre analyse. J'aurais juste un point de désaccord sur le fait que tout le monde s'est compromis avec ça. Ce n'est pas le cas. Nous, ici, au Parlement européen, depuis le début du mandat, on combat, nous, le PPE, et en particulier ma délégation. Donc le Parti populaire européen et dont les Républicains font partie. Exactement. Et sous le regard ironique de beaucoup de commentateurs et devant l'opposition massive d'une grande partie de la gauche et des libéraux, on combat cette collusion scandaleuse qui fait qu'en plein milieu de la révolte iranienne, alors que des femmes étaient en train de mourir pour avoir décidé qu'elles ne voulaient plus porter le hijab, eh bien la Commission européenne finançait les campagnes du Conseil de l'Europe qui disaient la joie est dans le hijab, la liberté est dans le hijab. Exact. Et ça, pourquoi est-ce que il faut pas l'oublier? Parce que pourquoi est-ce que c'est important? D'abord parce que le message est révoltant. Dire la liberté est dans le hijab, c'est absolument stupéfiant, mais aussi parce que c'est le résultat de ce travail d'entrisme extrêmement bien organisé, qu'a montré notamment une Florence Bergeau-Blaclair, d'autres chercheurs qui, comme elle, ont travaillé d'un point de vue universitaire sur ces stratégies d'entrisme, qui ont fait qu'aujourd'hui, la Commission européenne se trouve en réalité noyautée, comme le Parlement d'ailleurs, par des associations qui, au nom de la diversité, de l'inclusion, de la promotion de la différence, sont en réalité les vecteurs du frérisme. Le combat, il est encore devant nous et il faut maintenant qu'on impose à tous nos collègues de faire preuve de clarté et de courage face à cette menace. Bon, la clarté, est-ce que établir un lien entre terrorisme et immigration, c'est la clarté? En tout cas, vous l'établissez clairement. Écoutons Charlie Weimers à la tribune du Parlement. C'est un député européen suédois et il est membre du groupe des conservateurs. Le terroriste est un ressortissant tunisien qui avait déjà été condamné et qui avait vu sa demande d'asile rejetée il y a 3 ans. La migration illégale en Europe doit cesser pour nos citoyens. Madame la Présidente, la complaisance européenne face à l'islamisme doit prendre fin ici et maintenant. Jean, les murs vont se dresser, vous qui ne croyez pas aux murs et aux frontières. Mais la question, encore une fois, c'est Richard Malka qui était l'avocat des journalistes de Charlie Hebdo qui l'a très bien dit. Il dit nous sommes dans une lutte à mort idéologique. C'est ça le sujet. Et donc, qui on vise là-dedans? Encore une fois, c'est pas seulement bâtir des murs, c'est dire il n'y a plus de compromis possible avec cet islam politique. C'est impossible. Donc, lutter contre ces gens, c'est aussi, par exemple, interdire les frères musulmans, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi interdire que des imams étrangers puissent venir chez nous et prêcher en France. Il y a beaucoup d'évêques, d'après vous, qui viennent du Zimbabwe ou d'Amérique latine, etc. Non, ils doivent être français. Et ils deviennent français. Les prêtres sont français. Et nous, on doit exiger que les imams soient français. Ils doivent prêcher non plus en arabe, mais en français, etc. etc. Ce qu'on a fait, nous, en 1905, encore une fois, j'entends les gens dire islamophobie. Non, c'est pas. En 1905, qu'est-ce qu'on a fait? On a lutté contre les catholiques avec une violence bien plus grande que ce qu'on ose faire aujourd'hui avec les musulmans. Je veux dire, on a envoyé l'armée pour virer les curés de leurs églises et de leurs couvents qu'on s'est dit. Bon, en tout cas, maintenant, jusqu'ici, on a entendu la droite et à ceux qui lient la question du terrorisme à la question migratoire, écoutez ce que dit Malin Björk. Elle est députée européenne suédoise et elle est membre du parti de gauche. Moi, je dois dire que je suis assez choquée de certaines parties de l'extrême droite, ici en Europe maintenant, en Suède aussi. On a un défi et c'est l'inclusion. C'est une société ouverte et démocratique. Et ça demande de poser d'autres questions. Et que à peine mes compatriotes sont morts et on est en train d'instrumentaliser leur mort. Je trouve ça c'est honteux en fait. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça, François-Xavier Bellamy? Bon, écoutez, d'abord, je crois que la vraie faute morale, quand des attentats comme ceux qu'on vient de vivre ont frappé dans nos pays, serait de fermer les yeux et de considérer qu'il n'y a aucune leçon à en tirer. La vraie faute morale serait de dire on va dans le mur, continuons et accélérons encore.
Deuxièmement, sur le lien entre immigration et terrorisme, objectivement, il faut vraiment ne pas vouloir voir les faits pour ne pas croire qu'il y a une relation entre les deux. Je suis d'accord avec vous, c'est un combat idéologique. Mais le fait est que, effectivement, si vous faites venir ou si vous acceptez que viennent sur votre sol des gens qui portent cette idéologie, qui la professent, qui disent leur haine de notre pays, de nos pays, de notre modèle européen, si vous les laissez s'installer au milieu de nos pays, évidemment, vous ouvrez la porte, évidemment, à ce qui va détruire cette ouverture même à laquelle pourtant nous tenons. J'entends notre collègue Madame Björk parler de société ouverte. Oui, nous devons défendre une société ouverte, mais c'est le paradoxe de Popper, la société ouverte et ses ennemis. Si vous voulez qu'une société soit ouverte à l'intérieur de nos pays, qu'elle soit libérale, qu'elle soit démocratique, qu'elle puisse conjuguer la sécurité et la liberté, vous avez le devoir de garder des frontières. François-Xavier Bellamy dit qu'il faut se poser les vraies questions, Jade. Et les vraies questions, finalement, là, on est dans la faute à l'Europe, c'est plus d'Europe ou moins d'Europe pour être davantage en sécurité face à cette menace terroriste renforcée? J'ai l'impression que c'est les deux réponses politiques qui vont se poser maintenant. C'est-à-dire que vous allez avoir des États frappés par le terrorisme qui vont vouloir plus de sécurité. Vous allez avoir la droite qui va sûrement vouloir plus de souveraineté, de dire un meilleur contrôle des frontières nationales. On voit que même si on est censé avoir une libre circulation dans l'Union, il y a de plus en plus de contrôle aux frontières, en particulier des migrants étrangers. Vous allez voir ces pays qui disent le pacte asile-immigration, c'est un pacte pro-migration, donc il faut aller contre. Et puis il y a la réponse pro-européenne, où on va dire qu'il faut beaucoup plus de coopération entre les services de sécurité des différents pays. Et il faut une réponse commune avec une politique de retour qui est encouragée, mais en collaborant entre Européens. Oui, et en faisant le job, parce que manifestement, les Belges ne l'ont pas fait. Et en plus, ils ont dit que c'est la faute des autres. Les avis divergent, en tout cas, sur ce lien entre migration et terrorisme. Autre division entre les 27 sur la manière de réagir face à l'islamisme. Voici donc l'édito de Jean Quatremer. La montée de l'islamisme politique en Europe sera sans aucun doute au centre de la campagne des Européennes dans la plupart des États membres. La question mêle celle de l'immigration stricto sensu, c'est-à-dire celle des nouveaux entrants, mais aussi celle de la capacité de toute ou partie des populations musulmanes, y compris celles déjà présentes sur le territoire européen, à respecter les valeurs européennes. La situation au Proche-Orient, d'une part, qui a ranimé la fracture entre pro-israéliens et pro-palestiniens et coïncide avec la résurgence du terrorisme islamiste, et la préservation de l'identité européenne, qui est directement attaquée par l'islam politique, d'autre part, sont les deux composantes d'un cocktail explosif. Grossièrement, il existe une ligne de rupture à la fois politique et géographique au sein de l'Union. En Europe de l'Ouest, la droite accuse la gauche de complaisance à l'égard de l'islamisme, auquel certains ont tendance à amalgamer l'ensemble des musulmans dans le but de s'attacher à un vote communautaire. De fait, la France insoumise, mais aussi en Belgique le Parti socialiste ou le PTB, un parti stalinien qui a le vent en poupe, donnent avec leurs ambiguïtés des munitions à la droite pour nourrir ce procès. À gauche, on accuse la droite d'instrumentaliser la question de l'islamisme à laquelle ne se réduit pas la communauté musulmane pour durcir la politique migratoire afin d'empêcher les étrangers d'entrer en Europe, même s'il faut pour cela réduire le droit d'asile et prendre ses aises avec les droits de l'homme, comme l'a reconnu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français. À l'est de l'Union, on ne retrouve pas cette opposition entre familles politiques. Tous les partis sont d'accord pour s'opposer à toute immigration en se servant de la situation qui prévaut à l'Ouest comme repoussoir. Pour la plupart de ces pays, la religion musulmane est irréductible aux valeurs judéo-chrétiennes européennes et il est donc hors de question de laisser s'installer chez eux des étrangers non européens perçus comme autant de futurs fauteurs de troubles. Une prévention qui ne vaut que pour les musulmans, ces pays n'ayant aucun problème pour accueillir des réfugiés ukrainiens ou des immigrés asiatiques par exemple. La gauche étant en perte de vitesse partout en Europe, il ne faut pas être grand clair pour parier que la forteresse Europe n'a pas fini d'ériger des murs. Pour le dire autrement, le Hamas aura réussi par sa barbarie à légitimer le discours apocalyptique de l'extrême droite. Bon. Merci Jean. François-Xavier Bellamy, là, ça va être le grand thème des européennes à venir et la droite
droite, extrême droite va avoir le vent en poupe sur ces sujets-là? D'abord, ça va être le grand thème des mois à venir, parce qu'on oublie souvent que le mandat n'est pas terminé. Et il reste quelques semaines devant nous qui vont être critiques, notamment pour faire atterrir le sujet du pacte asile-immigration. C'est un sujet majeur. Et peut-être pour vous dire un mot de la situation, aujourd'hui on a donc ces 5 textes dont le but est de rendre plus robuste la politique européenne en matière migratoire. On l'a vu encore à Lampedusa il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes en échec collectif sur ce sujet. Moi, je ne crois pas que la question soit plus ou moins d'Europe ou de frontières nationales. En fait, en réalité, on ne protégera vraiment les frontières de nos pays que si on a une stratégie européenne commune. Donc il faut plus de travail européen pour faire en sorte que demain, nos pays soient plus capables de maîtriser les flux migratoires. On voit très bien que quand l'Italie est débordée, quoi qu'en dise le ministre de l'Intérieur, quelques jours plus tard, il y a des migrants qui arrivent illégalement en France et qui arrivent dans le centre de Paris. Donc il faut évidemment qu'on ait une réponse européenne sur cette question. Et ce qui bloque aujourd'hui, ce sont les fractures du Parlement européen. Les États membres sont tous plutôt alignés pour vouloir que cette réforme globale, cette stratégie d'ensemble puisse aller à son terme. Mais le Parlement européen est trop divisé, et notamment pourquoi? C'est un sujet d'actualité. Lundi, il y a eu une passe d'armes ici au Parlement, parce que les libéraux, le groupe de M. Macron, nous accusent de bloquer la situation. La vérité, c'est que les libéraux ne veulent pas d'une directive efficace sur les retours, c'est-à-dire sur les expulsions. S'ils veulent mieux protéger les Européens contre l'immigration illégale et ses conséquences catastrophiques, alors il faut donner les moyens à nos États de reconduire en respectant bien sûr les droits fondamentaux, personne ne veut s'asseoir dessus, mais en faisant en sorte qu'on ait effectivement la possibilité de garantir que quand on n'a pas été autorisé légalement à rentrer en Europe, alors on n'a pas la possibilité d'y rester durablement. Jade. Sur les retours, c'est intéressant parce que récemment, Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il était prêt à tout pour renvoyer, expulser les étrangers, quitte à enfreindre, entre guillemets, la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Commission européenne, elle, se montre plutôt bienveillante sur le sujet. La Commission veut encourager les retours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'on ne peut pas renvoyer n'importe qui, n'importe où. C'est-à-dire que la limite un peu fondamentale, c'est qu'on ne peut pas renvoyer un étranger qui risque d'être torturé dans son pays. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire des retours, par exemple, envers la Géorgie notamment ou la Russie. Et Gérald Darmanin a dit, qui est pourtant de la majorité, il a dit la Convention européenne des droits de l'homme, moi je ferai sans, je renverrai les étrangers. Donc on voit qu'il y a un durcissement, y compris des majorités au pouvoir, où on dit on est prêt à aller contre l'Europe et c'est un peu les méchants juges de Strasbourg et les méchants bruxellois qui nous empêchent de renvoyer les étrangers. Et il y a un peu ce danger qui est dénoncé comme du populisme où on dirait on ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre pays pour notre sécurité nationale parce qu'il y a l'Europe qui nous empêche de renvoyer qui on veut. Il y a quand même quand vous avez l'arrêt Bégal qui interdit à la France d'extrader vers l'Algérie un terroriste condamné sur le sol français au motif de traitement inhumain et dégradant, quand on est interdit par la CEDH d'expulser vers la Roumanie, la Cour européenne des droits de l'homme, la Roumanie, un État membre de l'Union européenne, un ressortissant roumain condamné pour trafic d'êtres humains en France, ça c'est la CEDH. Il y a quand même un vrai sujet. En tout cas, la CEDH qui considère ce qui est compliqué, c'est le contexte actuel et on peut évidemment se demander si le conflit au Proche-Orient renforce le risque terroriste en Europe. Et justement, on va poser la question à Paul Germain. Paul, c'est une question dont le Parlement européen s'est aussi emparé, avec des réponses divergentes, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, Yann Anthony, pour l'extrême droite, les choses sont très simples. Pour Jordan Bardella du Rassemblement national, l'idéologie du Hamas est déjà en Europe. Et pour Nicolas B, membre de Reconquête, eh bien, les attentats à Bruxelles, à Arras et en Israël, tout ça est à mettre dans le même sac. Écoutez-le. Ouvrez donc les yeux. Les attentats aux fusils, aux couteaux ou aux camions, en Israël, à Arras, à Bruxelles, à Stockholm ou à Paris, ne sont que l'expression d'un djihad permanent et planétaire. Alors, je reviens à la question de départ. La cause palestinienne est parfois instrumentalisée par les islamistes de Daesh et de Al-Qaïda. Et pour beaucoup de députés, à gauche comme à droite, la situation au Proche-Orient peut en effet inciter des islamistes à vouloir venger leurs frères musulmans à Gaza. C'est la raison pour laquelle Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lancé un appel ici au Parlement européen pour une reprise des négociations de paix et pour arriver à une solution à 2 États qui serait finalement la meilleure garantie de sécurité pour Israël, mais aussi pour l'Europe. Bon, maintenant, comment fait-on ? Josep Borrell a reconnu que l'Europe avait parfois des difficultés à dépasser le stade des belles déclarations, mais un député français, Bernard Guetta, a peut-être une petite idée. Notre devoir est aujourd'hui d'imposer ces négociations et de dire haut et clair que nous sommes prêts à revenir sur nos aides et nos accords commerciaux
si chacun continue de refuser les compromis indispensables à la fin de cette guerre de 100 ans. Bon, peut-être plus facile à dire qu'à faire. Bon, François-Xavier Bellamy, quand Bernard Guetta dit « utilisons le levier qu'on a au Proche-Orient », à savoir c'est l'Europe qui est le premier donateur, notamment aux Palestiniens. Est-ce qu'on devrait utiliser ça Il y a pour s'imposer? La question de la résolution du conflit israélo-palestinien qui se pose. On peut avoir des avis très divergents là-dessus, mais je crois que le moment n'est même pas celui-là aujourd'hui. Le moment, il devrait être à la condamnation unanime des attentats terroristes qui ont eu lieu en Israël. Et moi, ma grande tristesse et ma grande colère, c'est qu'à la dernière session plénière dont vous venez de montrer les images, on a des collègues de la France insoumise qui se sont distingués dans tout le Parlement européen par leur refus de parler d'attentats terroristes et par leur volonté de continuer de s'aveugler sur la réalité de la menace qui frappe en Israël, mais qui est aussi la même menace qui frappe nos pays aujourd'hui. Bon, Jean, et il se trouve qu'il n'y a pas que LFI en France. Je veux dire, dans d'autres pays, la gauche est sur cette position. La gauche est curieusement aussi une partie de la droite, parce qu'il serait faux de réduire ça à un affrontement droite-gauche. En Belgique, par exemple, les démocrates chrétiens belges, flamands et démocrates chrétiens, les héritiers des démocrates chrétiens francophones, sont sur cette ligne communautariste. Et on retrouve comme ça partout des petits intérêts électoraux, des petits calculs électoraux qui nuisent effectivement à ce combat idéologique que Richard Malka appelle à mener contre les islamistes, l'islam politique. Merci François-Xavier Bellamy, le Parlement européen a condamné le terrorisme, sauf les élus LFI. Des Républicains d'avoir été notre invité. Merci Jade Deléprevier de l'Opinion. Merci Jean Quatremer de Libération. Cette émission a été produite par Paul Germain et Alexandre Rougier, réalisée par Pascal Simard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute à l'Europe.